Faisons ensemble la remise du projet 2 en esquisse 2, le projet de série de cartons promotionnels. Écoutez-moi, ça vaut quand même la peine, juste pour être certain que vous n'oubliez rien au bout de la remise. Fait qu'allons-y allons-y dans l'ordre chronologique de ce qu'on a fait dans ce projet-là. Alors, allons-y avec les étapes. Donc, première étape, c'était de prendre conscience des destinations et d'aller faire une recherche. Alors, vous mettez ça dans votre dossier qui s'appelle nom, prénom, P2. Donc, évidemment, ton nom à toi. Moi, c'est Dupuis, Israël. Toi, tu as un nom qui t'appartient. Fait que tu te fais un dossier, tu mets ça. Alors, la recherche qu'on voit à l'étape 1 ici, on va aller la chercher ici. Donc, je remercie, je vais prendre le document de recherche de l'année dernière d'Agnès Kurn qui m'a aimablement autorisé à utiliser son travail, qui est fort bien fait d'ailleurs. Donc, on va y aller avec ça. Donc, le dossier de recherche, recherche textuelle et documentaire là, sur un projet. C'est pas obligé de tout aussi élaboré que ça. Ça peut être un petit document texte avec du texte copié-collé sur vos différentes destinations. Donc, vous avez fait une recherche textuelle, à peu près une demi-page, sur les destinations sur lesquelles vous travaillez. Ça va pour ça. Donc, vous sauvegardez ça dans un dossier qui s'appelle nom-prénom, recherche.txt ou .pdf si c'est plus élaboré. Ensuite, on avait une carte mentale, donc nom, prénom, carte mentale que vous aviez fait. Ici, c'est fait avec MindMap, à l'info. Ça aurait très bien pu être fait à la main aussi, comme je vous encourageais à le faire. Ici, c'est sur le thème de la Tanzanie. Moi, je vous obligeais à faire une carte mentale sur le thème de l'aventure. Et par la suite, donc, il y avait la possibilité, mais ce n'était pas obligé de faire une carte mentale sur chacune des destinations. Dans tous les cas, ce qui était important, c'est de trouver des thèmes qui soient visibles, qu'on puisse représenter graphiquement. Alors, la nature, ce n'est pas un thème qu'on peut représenter graphiquement, mais un crocodile, oui, un hippopotame, oui, un chacal, oui. Donc, d'avoir des images, des visuels qu'on peut utiliser dans un graphisme. Donc ça, c'était la carte mentale. On en a quand même pas mal parlé. Vous avez aussi de la doc sur Omnivox là-dessus. Ensuite, on avait un mood board qui était à faire. Ici, là, je reprends un mood board là, qui vient de Canva, juste pour vous montrer que dans ce mood board-là, il fallait qu'on donne de la direction artistique du projet. Donc, on se commet, lorsqu'on met une palette de couleurs, notre projet final devrait refléter ces couleurs-là. Le traitement graphique des différentes images devrait aussi refléter le traitement graphique qu'on va faire dans le final, ainsi que le traitement typo. Donc, on a ce ne sera pas tout à fait le cas dans ce que je montre ici, là, parce que j'ai pris un mood board de Canva pour fitter avec le travail d'Agnès, mais dans votre cas, cela devrait l'être. Vous pouvez en faire plusieurs mood boards, ce qu'on appelle des mood boards d'application sur différentes solutions, puis après ça, les essayer, mais en tant que tel, on avait besoin d'un mood board pour ce projet-là, un mood board un peu plus exploratoire, où est-ce que vous exploriez la direction artistique que vous proposiez pour le projet. Alors, nom, prénom, mood board, donc ton nom à toi, ton prénom à toi, mood board, .jpeg, là ici j'ai un .png, c'est pas vraiment important que ce soit un JPEG ou un PNG. Par contre, please, s'il vous plaît, ne me faites pas un moodboard .ai qui pèse une tonne parce que c'est long à télécharger et c'est long à ouvrir. Si vous l'avez fait dans Illustrator, s'il vous plaît, faites juste une prise d'écran ou exportez en JPEG. Ça va nous faciliter grandement la vie. Fait qu'un petit moodboard qui est ici. Dac. Ensuite, numéro 4, à l'aide des photos fournies, débuter le travail dans une grille à 50%. Donc, c'est les fameuses 10 esquisses que vous deviez faire. Donc, nom, prénom, ID 1, nom, prénom, ID 2, ou plusieurs là, sur la même page. Alors, je vous donne l'exemple des esquisses d'Agnès qui sont très bien faites ici. Déchiffrons un peu ce qui était essentiel de faire dans les esquisses. Donc, ce qui est essentiel de faire dans les esquisses, c'est de proposer des directions différentes. Par exemple, ici, bon, on avait des photos. Là, on avait des hexagones. Alors, ce qu'on veut dans les esquisses, c'est vraiment d'avoir, si on met une photo, c'est d'en faire le contour, pas comme ici. Donc ici, on a des images, on préfère là, vraiment que vous fassiez, puis ça peut être moins élaboré que ce qu'on a, mais le dessin du paysage. Donc si on a un lion, pas écrire lion, mais dessiner le lion rapidement pour savoir quel type de cadrage vous voulez faire. On écrit le titre, donc on écrit le titre en manuscrit, on peut le lire
pour qu'on puisse comprendre c'est quoi vos intentions typographiques. Par contre, le texte courant, c'est seulement que des petites lignes pour qu'on puisse comprendre est-ce que ça va être justifié à gauche, est-ce que ça va être justifié à droite, est-ce que ça va être une liste à points. Donc, c'est ce qu'on veut savoir au niveau de ces esquisses préliminaires. Vous nous avez consulté à l'étape numéro 5. On a trouvé la meilleure idée ensemble. Et après ça, à l'étape numéro 6, vous en avez fait l'adaptation sur 2 autres destinations. Ça va être nom, prénom, MEP, esquisse 1. Donc, nom, prénom, MEP, esquisse 1, 2. Donc, on avait déjà fait, par exemple, Tanzanie. Vous m'aviez proposé ça. Donc là, après ça, je vous demandais de faire le recto du pôle Nord et de l'Amazonie, en fait, le recto de vos 2 autres destinations, selon l'esquisse qui est finie. Alors là, c'est important aussi de préciser la démarche, de préciser l'orientation, en prenant, par exemple, plus de décisions au niveau typo, puis au niveau des cadrages qui vont être faits dans les photos. Est-ce que c'est un plan rapproché? Est-ce que c'est un plan éloigné? C'est à ça que ça donne de juste esquisser les différentes images. Ensuite, je vous demandais par la suite, à l'étape numéro 7, de tester 3 à 4 combinaisons typographiques ici. Donc, on a un exemple ici. Un exemple de combinaison typographique. Ici, il y en a plus que 2 ou 3. Par contre, on n'a pas de bloc de texte. C'est bien d'avoir un bloc de texte juste pour être capable de voir un peu l'interligne. Mais bon, ça va quand même ici, là, au niveau de ce que je vous montre, ça va quand même bien. On a des différentes typos, différentes polices qui traduisent différents modes, mais qui vont toujours dans le mode général qu'on a proposé au début. Fait qu'une exploration typo, s'il vous plaît, votre exploration typo, please, 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 faites un JPEG ou un PNG avec ça, parce que si vous me donnez l'Illustrator, il se peut que je n'ai pas les polices et que donc je ne puisse pas l'évaluer. Et dans ce cas-là, c'est quoi? C'est 0 parce que je l'ai dit. Fait que, il faut que ce soit un PNG ou un JPEG parce que les polices, je ne veux pas que vous m'envoyiez 10 millions de polices avec votre document. Donc, test typo ici. On a ça ici. Test typo, il n'est pas dans la liste ici. Donc, ça, c'est précision. Juste l'appeler nom, prénom. Test typo pour ça. Ensuite, numéro 8, correction. C'est écrit réaliser 2 esquisses finales à 100%. Donc, correction, on n'a pas eu le temps. On va juste faire une esquisse finale. Donc, ce qu'on veut dire, c'est de faire votre document maquette. Alors, pour ça, je vais me diriger dans Illustrator pour vous montrer les dossiers finaux. On les a fait ensemble. Hein, on a créé un nouveau document. Et dans ce nouveau document-là, ce nouveau document-là était un nouveau document de 10 par 24 cm. On l'a fait ensemble dans la classe et on avait un fond perdu. Ici, je vais shifter en pouces parce que moi, je connais mieux mes mesures en pouces pour les fonds perdus. Là. Donc, de 0,125 pouces, alors, ça donne 100 cm, 3, quelques. Donc, vous avez créé ce document-là. Pourquoi on a créé avec le fond perdu? Bien évidemment parce que s'il y a des images bleed, donc des images qui dépassent le côté, elles doivent se rendre minimalement jusqu'au guide de fond perdu. C'est pas grave si ça dépasse du guide de fond perdu, mais ça doit minimalement se rendre jusqu'au guide de fond perdu. Alors, dans Illustrator, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait 4 plans de travail comme ça. Le premier des plans de travail qu'on voit ici, là, dans le devis, le premier des plans de travail, c'est le recto de votre destination 1. OK? Ici, à précision, on ne devrait pas lire marge 0.125, on devrait lire fond perdu, désolé, donc fond perdu 0.125 pouces. Donc, on a notre recto de notre première destination et ensuite le verso de notre première destination, ici. Et ensuite, on recommence. On a juste, par contre, le recto des 2 autres destinations, donc destination 2 recto et destination 3 recto. Destination 2, on ne fait pas les versos des 2 autres destinations parce que c'est juste pour proposer à notre client là, une certaine direction. On fera ça par la suite, mais dans le fond, on ne le fait pas. C'est juste comme la prémisse du projet. Fait que vous avez ça devant vous. Là. À l'heure actuelle, là, où vous écoutez cette vidéo, vous avez probablement ça devant vous, les 4 volets ici de votre document, recto, verso de destination 1 et ensuite recto seulement de destination 2 et recto seulement de destination 3. Vous devriez normalement avoir ça devant vous.
Ce qui me reste à faire avec vous, c'est de l'évaluer un peu avec vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, assurez-vous là, que vous ayez justement sur le recto les reptiles d'Amazonie, le titre, le texte. Le texte, vous l'aviez dans le document P2 destination, donc assurez-vous d'avoir le texte au complet pour chacune des volets, chacune des destinations. Ensuite, vous devriez avoir tout ça, c'est dans le document InDesign, là, au PDF qu'on vous a remis. Ensuite, vous deviez avoir 2 photos, donc un paysage, un animal ou ensemble, comme ici on a plusieurs photos, et le logo qui est là. Ensuite, au verso, vous deviez avoir même chose, le même titre qu'au recto, les textes qui sont inclus. Donc, tous les textes sont là, il n'y a pas de lézard. sont tous là. Et ensuite, vous deviez mettre le logo et les coordonnées. Les coordonnées sont ici, hein, donc on devrait voir vos coordonnées sur le verso de votre de votre première destination. Et puis après ça, vous copiez dans le fond le premier plan de travail. Là. Vous pouvez prendre votre outil de plan de travail, le déplacer avec Alt, faire une copie de votre plan de travail, puis juste recommencer ça, mais en déclinant. Donc, il y a une parenté entre la première destination, la deuxième et la troisième. Il y a une parenté dans le traitement graphique, mais évidemment avec des images qui leur sont propres. Fait que ça, c'est ce que je vais évaluer là, au niveau des exigences formelles. Ensuite, qu'est-ce que je vais évaluer aussi? Que le pré-press est fait là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut une pixelisation des transparences, décomposition des effets et que les images soient à 300 ppi en mode CMJN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a regardé un peu ensemble. Donc, les images de Photoshop, avant de les amener, soyez seulement certaines que vos images, vous ayez aplati les calques, vous ayez vérifié qu'il y a au moins 300 pixels par pouce dans votre document à 100% là, du format dont on en a besoin dans Illustrator et que ça a été converti en CMJN avant de l'amener dans Illustrator, tout simplement. Alors, juste d'avoir fait ça pour chacune de vos images. Normalement, vous l'avez fait. Vous commencez à connaître la routine. Puis un peu plus tard, on va voir qu'il est possible de placer en RVB puis de convertir par la suite en CMJN. Mais pour le moment, c'est ça les exigences du projet. On apprendra à faire des nuances et des variantes dans tout cela. Le pré-press dans Illustrator maintenant. Donc, bon, déjà, s'assurer que notre document est au bon mode colorimétrique, soit en CMJN. Et ensuite, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il devrait y avoir une pixelisation des transparences et de décomposition des couleurs. Je l'ai déjà fait dans l'autre TP, mais je vais le reprendre avec vous. J'ai fait une petite fantaisie là, de formes là, et de couleurs là, pour vous montrer ça. Fait qu'ici, mettons mes différents carrés, c'est le résultat d'un blend ici. J'ai rajouté ça dans le TP. Donc, les différents carrés ici, si je fais commande Y, tu vois-tu, je ne vois pas les différents petits carrés d'essor. Donc, ce que je vais faire, je vais juste objet, je vais décomposer l'aspect. Et à ce moment-là, quand je fais commande Y, je vois les différents carrés. Voyez-vous, c'est juste ça qu'on veut dire par décomposition des effets. Ensuite, pixelisation des transparences. Ben, mes carrés d'essor ici, ces petits carrés sont en transparence. Donc, ici, il y a une transparence, puis il y a une fusion sur ces carrés-là. Ça fait que c'est pas ce qu'on veut parce que ça peut causer des problèmes là, au niveau de l'impression. Fait que je vais prendre tout ce qui est transparent dans mon document, qui utilise des modes de fusion et tout ça. Puis je vais aller dans Objet, puis je vais pixeliser. Et comment qu'on fait pour pixeliser? Ben, selon la norme qu'on est imposée au niveau de l'impression. Donc, on veut avoir du 300 ppp. On veut être en CMJN. On veut un arrière-plan blanc. Pourquoi? Ben, on ne veut pas de transparence. OK? Et on va décocher conserver les tons directs parce que c'est en CMJN, c'est juste en 4 ans qu'on n'en veut pas. Normalement, vous n'avez pas pris de Pantone pour ça. Là. Fait qu'on fait ça, on fait OK. Et alors, du coup, ça l'a tout pixelisé. Évidemment, ça ramène tout au premier plan. Fait que juste remettre à l'arrière-plan ou dépendamment de où est-ce que c'était votre truc. Quand ça ne marche pas, ça, c'est parce que c'est une question de calque. Regarde, je vais te le montrer. Je vais aller dans mes calques, puis au fond, c'est que
cet élément-là est sur un calque qui est devant les autres calques. Fait que je vais juste amener ça peut-être far away dans un autre calque. Et là, ça va être correct. Je ne peux pas faire des avant-arrière dans le calque. Alors, ça, c'est fait pour la pixelisation des transparences et la décomposition des effets. Ici, j'ai des petites indications, OK, c'était pas nécessaire de mettre ça, là, recto pôle Nord, recto Tanzanie et tout ça. Ce sont des indications qui vous aident à travailler. Donc, si jamais vous avez fait ça, vous pouvez les mettre. C'est correct, ça aide. T'sais, moi, je le fais toujours, c'est sûr, quand je fais un dépliant ou un travail avec plusieurs plans de travail, ça m'aide à voir un peu où est-ce que je suis rendu. Mais on peut juste les mettre sur un calque à lui là, qui s'appelle indication. C'est préférable. Puis après ça, on ferme ses yeux à ce calque-là. Comme ça, bingo, c'est fait. On le voit plus. Comme d'ailleurs, peut-être d'autres calques qu'on aurait fait. Bon. Ensuite, c'est à peu près tout pour ça. Pour ce qui est de Illustrator, je n'avais pas indiqué de pixeliser, de vectoriser le texte, dis-je. Donc, ce n'est pas obligatoire de pixeliser le texte dans ce travail. J'aurais peut-être dû l'écrire, mais je n'ai pas écrit, donc je ne pénaliserai pas, je ne sévirai pas pour le texte non vectorisé. Si jamais vous voulez le vectoriser, c'est bien. Donc, ce que je vous dirais, c'est que si vous pixelisez le texte, là, ce qu'on fait quand on pixelise le texte dans un dossier de travail, juste bien important d'en faire une copie au fond, de se créer une copie de ce texte-là dans un calque qu'on appellerait, moi je l'appelle live, là, vous l'appellerez comme vous voulez. Puis ensuite, on ferme les yeux. C'est juste que si jamais on a des corrections à faire après coup, c'est bon de l'avoir en quelque part. Je ne corrigerai pas ça pour ce travail-là, là, je vous le dis, je ne le corrigerai pas. Mais si vous voulez le faire, on fait texte, puis on fait vectoriser. Et là, à ce moment-là, ça crée des hotlines. Mais si notre client veut qu'on change une lettre ou quelque chose comme ça, ben nous, on est smart, on en a créé une copie de notre texte qu'on peut modifier par la suite. Donc, c'est ça pour ça. Je sauvegarde tout ça. Lorsque j'ai terminé, on va faire un assemblage. OK, please. On fait un assemblage. Si ce n'est pas déjà fait, on enregistre et on fait un assemblage. Pourquoi? Bien, ça se peut que vous n'ayez manqué une ou deux. Ça se peut que vos typos que vous ayez utilisés, soit vous ne les ayez pas sous la main, les images. Donc, en faisant un assemblage, on s'assure que tout est correct dans notre document final. Donc, on fait un assemblage nom, prénom, carton, comme c'est écrit ici. Ça se peut que votre document font soit vide si vous avez pixelisé, mais sinon, il va avoir les typos que vous avez pris. Ça se peut que vous n'ayez pas de document link si vous n'avez pas d'image liée. Ça se peut que vous en ayez un. Dans les deux cas, c'est correct. Donc, juste faire un assemblage, c'est important. Et ça évite les erreurs. Dès lors qu'on a tout terminé, qu'on a fait le tour, qu'on est bien correct, qu'on a toutes nos étapes, qu'on a fait notre assemblage, c'est le temps de faire le PDF. Dans celui-là, comme dans les autres travails, c'est le PDF que j'enverrai à l'impression. Donc, c'est une étape qui est quand même importante. Alors, on fait Fichier, on fait Enregistrer sous dans l'illustrateur. Et là, je m'en vais dans mon dossier final, mon dossier là, où j'ai fait mon assemblage. Au fond, je choisis PDF. C'est mon étape finale, une fois que j'ai tout fait. J'enregistre. Je vais choisir la norme X1A. On va voir un peu plus tard qu'il y en a d'autres normes qu'on peut utiliser, dépendamment des circonstances, mais celle-ci c'est vraiment la plus vieille, la plus stable. Fait que, comme on commence, on va y aller avec ça. On ne va pas toucher à rien d'autre. On va juste s'assurer que tous les repères d'impression, que ce soit coché, ça c'est quand même super important, parce que sinon, ben, j'aurai pas la bonne dimension, puis mon imprimeur ne saura pas où couper. Et je coche utiliser les paramètres de fond perdu du document pour qu'il laisse de la place pour mettre les marques de coupe. J'enregistre en PDF ici. Le message d'erreur, je ne l'ai pas lu. C'est juste parce que ça aplatit les transparences, les PDF X1A ainsi que les fusions. Donc, j'enregistre en PDF. Puis après ça, je vérifie. Vraiment, allez le voir, votre PDF, avant de le remettre. Vraiment, allez le voir. Puis, double-cliquez dessus pour que ça ouvre dans l'Acrobat. Parce que si vous double-cliquez pas dessus, dans l'aperçu, des fois, on n'a pas tout à fait le fin mot de l'affaire. Fait que là, on le voit, hein, j'ai mon fond perdu qui est là.
Puis j'ai mes marques de coupe qui s'en viennent couper dans le bleed. Donc tout est correct. Mon travail est terminé. Je prends tout ça. Et please, là, nommez-le en premier et zippez-le par la suite. Et vous me remettez votre dossier zippé dans Omnivox. J'espère que ça va être un petit peu moins lourd que ça. Si c'est trop lourd, juste m'écrire un MIO. Vous pourrez me l'enverrer par l'application WeTransfer. C'est super facile à utiliser. Donc, juste m'écrire si c'est trop lourd. Vous utilisez WeTransfer et vous envoyez ça à mon courriel qui est sur le plan du cours. Alors, voilà. C'était ça pour la remise du travail. J'ai bien hâte de voir ce que vous avez fait.